Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la première conférence Avempas. Donc, brièvement, association Avempas, c'est des valeurs de contribution, de transmission et d'éducation. Donc, ces valeurs se transmettent sur le plan plus pratique en 4 volets différents. On a le volet spirituel, le volet culturel, le volet de réussite et le volet humanitaire pour terminer. Donc pourquoi ce sujet? Pourquoi le sujet de Malek Ben Nabi? Parce que dans la pensée Ben Nabienne, être inactif est inconcevable, et parce que Avempas se doit d'apporter sa pierre à l'édifice dans cette civilisation. Pour reprendre une citation de Malek Ben Nabi, la civilisation n'est pas un entassement, mais c'est une construction, une architecture. Et nous voulons faire partie de cette architecture, tout simplement. Donc j'ai l'honneur de vous présenter ici nos 2 conférenciers, donc Youssef Girard, qui est historien, et Jamel Hamli, lui qui, diplômé du CERCI, présente son mémoire de recherche sur Malek Ben Nabi, justement. Donc je vais vous laisser la parole. Merci. Je vais commencer par une petite anecdote pour, pour montrer en quoi le thème que je vais développer, c'est-à-dire le thème de la critique de la posture apologétique chez Malek Ben Nabi, est lié à la dimension de civilisation. Malek Ben Nabi a animé un séminaire en Algérie à la fin des années 60 et des années 70. Il a animé un séminaire chez lui à Alger le week-end, dans lequel il y avait des étudiants qui venaient assister. Et un jour, un étudiant lui a posé la question de savoir si l'islam était alternative au communisme, à l'URSS, au bloc de l'Est, et au capitalisme dominé par les États-Unis. Malek Ben Nabi lui a répondu que à partir de l'ensemble du patrimoine de la société musulmane, on pouvait commencer à réfléchir à cette question de créer une alternative aux 2 blocs qui étaient alors en cours durant la guerre froide. Mais pour justement développer cette alternative, Malek Ben Nabi justement a insisté pour développer un regard critique sur la société musulmane de son temps, et donc il a développé une réflexion justement dans le cadre de cette société musulmane, c'est-à-dire une société musulmane vivant sous le joug de l'Occident, pour reprendre les termes d'Edouard Saïd, c'est-à-dire une société musulmane dominée à la fois sur le plan politique, économique et culturel. Donc Malek Ben Nabi entendait par posture apologétique en fait le fait que les musulmans cherchent à s'auto-convaincre du bienfait de l'islam, parce qu'eux-mêmes étaient dans une situation de doute du fait justement de cette hégémonie occidentale sur le monde musulman. Pour Malek Ben Nabi, justement, cette posture apologétique était critiquable parce qu'elle bloquait les énergies du monde musulman contemporain, alors qu'il était nécessaire justement de ne pas avoir une lecture apologétique, mais un regard critique sur la société musulmane de son temps. Pour cela, Malek Ben Nabi est un intellectuel tout à fait particulier dans le monde musulman, puisque la majorité des intellectuels musulmans de son temps ont justement versé dans l'apologétisme, alors que Malek Ben Nabi critiqua très fortement cette posture apologétique. De la posture apologétique a amené Malek Ben Nabi à avoir un conflit intellectuel avec une grande personnalité du monde musulman contemporain, en la personne de Saïd Qutb, qui est l'un des principaux théoriciens des frères musulmans égyptiens, qui a notamment écrit un célèbre commentaire du Coran qui s'appelle « À l'ombre du Coran ».
Malek Benabi, dans l'afro-asiatisme, critique Saïd Qutb parce que Qutb avait écrit un ouvrage qui s'appelait Vers une société musulmane, et que dans un premier temps, Qutb avait voulu intituler cet ouvrage Vers une société musulmane civilisée. Pour Benabi, ce retrait, ce retranchement du terme civilisé était la preuve même que Qutb était dans une posture apologétique, sous-tendant que la société musulmane était par nature civilisée. Alors que pour Benabi, aucune société n'était par nature civilisée, mais toute société tendait vers la civilisation. La société musulmane n'était donc pas civilisée au sens où elle était porteuse en elle-même justement de civilisation, mais qu'elle devait tendre vers la civilisation, et que dire que par essence la société musulmane était civilisée, c'était justement tomber dans un apologétisme qui empêchait de faire la critique musulmane de son temps. C'était une des principales causes de la controverse. C'était le centre de la controverse entre Malek Benabi et Saïd Qutb. Le fait que justement Malek Benabi veuille avoir une dimension critique, un regard critique sur la société musulmane de son temps. Mais cette dimension critique, là j'en viens à mon deuxième temps, cette dimension critique, Malek Benabi la critiqua aussi, enfin il critiqua cet regard critique, il exerça plus exactement sur l'œuvre des orientalistes. Donc les orientalistes, c'est les Européens qui ont étudié l'islam et le monde musulman en Europe. Donc les premières chaires d'études de langue arabe ont été constituées à la suite du concile de Vienne en 1300 et des poussières, je ne sais plus la date exactement, donc sur une vocation de l'Église. Donc c'était pas une étude désintéressée du monde musulman, mais c'était une étude qui avait un sens idéologique profond, qui s'inscrivait dans la politique de l'Église pour combattre l'islam et le monde musulman. Cet orientalisme après s'est développé, et notamment durant la période coloniale a été une des armes principales de la colonisation pour connaître et produire, pour connaître, mais aussi pour avoir un pouvoir sur la société musulmane de son temps. Sur l'orientalisme, je vous renvoie sûrement à l'ouvrage que vous connaissez, le célèbre ouvrage d'Edouard Said sur l'orientalisme. Donc Malek Benabi, dans l'orientalisme contemporain, distinguait deux grands courants. Il distinguait d'abord le courant des orientalistes polémistes, donc des orientalistes qui s'attaquaient ouvertement à l'islam, qui s'attaquaient ouvertement à la culture musulmane, à la société musulmane, à la civilisation musulmane, dans un but intéressé qui était celui de soutenir la domination occidentale. Et il distinguait un autre orientalisme, celui qu'il appelait l'orientalisme apologétique, au sens où il était apologétique simplement parce qu'il était un minimum désintéressé, contrairement à l'autre qui était totalement lié aux intérêts de l'Occident impérialiste. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, Malek Benabi, donc il s'est intéressé à l'orientalisme, je ne vous l'ai pas dit, dans un article qu'il a publié dans le magazine qui paraissait à l'époque en Algérie, qui s'appelait Révolution algérienne, en 1968. Donc, à cette époque-là, justement, Malek Benabi, dans cet article-là, cette étude, c'est un long article qui est paru en deux volets dans la revue. Dans cet article, il s'intéresse non pas à l'orientalisme polémique prioritairement, mais à l'orientalisme apologétique. Parce que pour Malek Benabi, le plus grave problème pour la société musulmane, parce que ce qui l'intéressait, c'était comment la société musulmane recevait ces deux formes d'orientalisme, mais non pas l'orientalisme en tant que tel. Ça, à la rigueur, il s'en moquait. C'était une étude qui a été faite pour les sociétés européennes, qui n'était pas faite pour les sociétés musulmanes. Ce qui l'intéressait avant tout, c'est comment cet orientalisme était reçu par les sociétés.
était musulmane. Et donc pour lui, ce qui fait le plus problème, ce n'est pas tant l'orientalisme polémique, parce que l'orientalisme polémique, il nous dit que les sociétés musulmanes étaient finalement armées contre cet orientalisme polémique. Le fait que des gens arrivent, si je puis m'exprimer ainsi, avec leurs gros sabots et disent que les musulmans sont des barbares, les musulmans savent très bien se défendre contre ça parce qu'ils n'ont pas, ils n'écoutent pas ces gens-là, ils n'ont pas de, ces gens-là n'ont pas de prise globalement sur le cerveau des musulmans. Par contre, ce qui posait problème à Malik Ben Nabi, c'est l'orientalisme apologétique, parce que justement, il nous dit que les sociétés musulmanes n'étaient pas prêtes à recevoir cet orientalisme apologétique, elles n'étaient pas suffisamment armées, disposées à le recevoir de manière critique. Elles n'avaient pas compris, elles n'étaient pas suffisamment mûres, les jeunes intellectuels musulmans, pour le recevoir. Notamment, ces jeunes intellectuels musulmans, les intellectuels bilingues, notamment ceux qui maîtrisaient soit l'anglais soit le français, donc principalement le français au Maghreb et au Liban, et l'anglais au Maghreb, notamment en Égypte. Cette jeunesse intellectuelle que connaissait très bien Malik Ben Nabi, puisqu'il faisait partie de cette jeunesse intellectuelle bilingue. Lui-même parlait les deux langues, il avait été scolarisé à la Médersa de Constantine qui enseignait dans les deux langues, donc il connaissait très bien cette catégorie de jeunes intellectuels musulmans. Il nous dit que justement ces jeunes intellectuels musulmans n'étaient pas prêts parce qu'ils vivaient dans une situation de dominée intellectuelle et qu'ils avaient développé un complexe d'infériorité vis-à-vis du monde musulman, et que donc dès qu'un occidental parlait en bien de l'islam et de la culture musulmane, ces jeunes musulmans se ruaient sur les écrits de ces orientalistes apologétiques pour s'abreuver de leurs écrits sans même les critiquer. Ben Nabi lui-même dit avoir lu pour la première fois l'œuvre d'Ibn Khaldoun, dont la traduction du Baron de Slam, qui était la première traduction en langue française de l'œuvre d'Ibn Khaldoun, lorsqu'il était justement étudiant à la Médersa. Donc cette œuvre des orientalistes apologétiques sur la jeunesse musulmane, pour Ben Nabi, elle a eu un effet salutaire au sens où elle a eu pour cause de réhabiliter la culture musulmane au sein de cette jeunesse, que cette culture était dénivelée. Mais elle a eu en même temps l'effet contraire, c'est-à-dire de renvoyer cette jeunesse musulmane, cette intelligence naissante, vers son passé, vers ses gloires de sa période classique, sans jamais lui donner les armes pour traiter des problèmes qui se posaient à elle à un moment précis, et à un moment précis qui était marqué justement par le colonialisme et par l'impérialisme et la domination, l'hégémonie culturelle de l'Occident. Elle avait donc donné le goût des belles lettres, mais elle n'avait pas donné les solutions, les remèdes pour venir à la rescousse, si vous voulez, d'un monde musulman souffrant. Malik Ben Nabi a cette phrase très forte, justement, dans son écrit sur l'orientalisme, où il dit qu'on ne remédie pas au misère d'une société en lui contant les splendeurs de son passé. C'est-à-dire qu'on ne vient pas, on ne résout pas le problème de la société musulmane en s'intéressant, en se passionnant, en ayant uniquement les yeux rivés sur les faces de la société de l'Andalousie médiévale, enfin médiévale selon la chronologie occidentale. Dans ce cadre-là, pour Malik Ben Nabi, le fait que des orientalistes et occidentaux, ces orientalistes apologétiques, aient renvoyé systématiquement les musulmans à leur passé glorieux, c'était une façon, en vérité, c'était quelque chose pour lui d'extrêmement pervers
une arme redoutable, parce que c'était une façon en fait de désarmer ces jeunes musulmans en les éloignant des problèmes de la société musulmane contemporaine qu'ils étaient à même de pouvoir régler, ou en tous les cas à laquelle cette société à laquelle ils pouvaient apporter leur pierre à l'édifice, pour les renvoyer vers le monde des rêves, le monde merveilleux de l'apologétique, le monde merveilleux de la gloire. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai parlé de la critique qu'il faisait de Sous le soleil de l'Occident de Sigrid Unke, où il parle, où il critique extrêmement sévèrement, parce qu'il dit que cet ouvrage qui a une influence sur la jeunesse musulmane, qui fait l'apologie de la société musulmane classique, a uniquement pour effet de renvoyer la jeunesse musulmane vers son passé sans jamais la questionner sur son présent. Et il cite dans un de ses écrits le fait que dans un congrès à Paris, où il y avait des jeunes musulmans, dans les années 60, justement, Sigrid Unke est apparu à la tribune, alors que lui, justement, avait essayé de mettre en avant les problèmes du monde musulman. Sigrid Unke a présenté les fastes de la civilisation classique, et que finalement, elle a reçu un tonnerre d'applaudissements, parce que justement, elle brossait, si je peux m'exprimer ainsi, les musulmans dans le sens du poil, sans jamais poser le doigt sur les véritables problèmes et qui étaient de la société musulmane, et qui étaient justement les problèmes cruciaux. C'était une façon de détourner les musulmans du problème auquel ils devaient faire face. Donc pour Malek Ben-Nabi, l'orientalisme, dans sa version polémique comme dans sa version apologétique, était pour lui ce qu'il nomme un viol des consciences de la société musulmane, et il concluait son article sur l'orientalisme par ces mots très forts en nous disant que l'œuvre orientalisme se situe précisément dans ce cadre général qui s'intitule la lutte idéologique. La lutte idéologique qui est un des thèmes majeurs de Ben-Nabi. Il a écrit un de ses ouvrages au Caire qui s'appelle justement La lutte idéologique, et qui porte sur la façon dont ce qu'on appellerait aujourd'hui les think tanks occidentaux, ce que lui appelait le psychological service, produisent des idées pour justement maintenir les musulmans sous le joug de l'Occident. Et dans ce cadre-là, évidemment, l'arme des idées est peut-être bien plus forte que les armes de guerre. L'un des conseillers de Carter a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Échiquier, peut-être que certains d'entre vous l'ont lu, où justement il dit que le fait que les États-Unis accueillent tous les ans des milliers d'étudiants étrangers, que les États-Unis diffusent à travers le monde leur littérature scientifique, leur littérature aussi, tout simplement leur littérature, qui diffusent des films, qui diffusent leur culture, leur façon de manger, était quelque chose de bien plus efficace pour la domination américaine que les fusils mitrailleurs ou les chars d'assaut. Pour conclure, justement, j'aimerais parler de deux choses. Tout d'abord, le fait qu'aujourd'hui, puisque je suis en majorité face à une salle de jeunes étudiants qui, pour certains d'entre vous, en tous les cas je l'espère, peut-être ont déjà commencé à lire Malek Ben-Nabi, et qui, après avoir assisté à cette conférence, vont s'initier à l'œuvre de Malek Ben-Nabi, ce que je vous conseille fortement justement pour développer à la fois votre réflexion et en même temps votre esprit critique. Mais justement, cette œuvre de Ben-Nabi, si on veut respecter Malek Ben-Nabi, puisque Malek Ben-Nabi était un homme qui a passé une bonne partie de sa vie à critiquer l'apologie, à faire une critique du monde dans lequel il vivait,
Aujourd'hui, près de 40 ans après la mort de Ben Nabi, si nous voulons relire Ben Nabi, il faut faire une lecture critique de Malik Ben Nabi, parce que c'est en lisant de manière critique Malik Ben Nabi que nous respectons le plus la pensée de Malik Ben Nabi. Faire une critique apologétique d'un homme qui a fait la critique de l'apologie, c'est là trahir sa pensée. Faire une critique d'un homme qui a fait la critique de l'apologie, c'est là pleinement respecter sa pensée. Donc aujourd'hui, si vous lisez Malik Ben Nabi, j'espère que vous lirez Malik Ben Nabi de façon critique, avec les outils, pour ceux notamment qui font des sciences humaines, des sciences humaines. L'autre dimension que je voulais mettre en avant, justement, dans la critique de l'apologie de Malik Ben Nabi, c'est justement de remettre dans le projet global, mettre, comme je l'ai fait un peu au début, la critique de l'apologie chez Malik Ben Nabi dans le projet global que défendait Malik Ben Nabi, c'est-à-dire un projet global de rupture avec la dépendance des sociétés musulmanes vis-à-vis de l'Occident, pour avoir une indépendance pleine et complète. Malik Ben Nabi a en effet fait la critique, donc, comme je l'ai dit, de la société musulmane de son temps, parce que cette société musulmane était dominée par l'Occident, aussi bien au niveau économique, culturel que politique. Et donc cette critique de la société musulmane contemporaine, elle visait avant tout à la libérer de cette domination. Donc il faut réinscrire cette critique de la posture apologétique que faisait Malik Ben Nabi dans un projet global de libération de l'homme, mais aussi de la civilisation musulmane. Dans une de ses dernières phrases, justement, c'est un article sur l'orientalisme, Malik Ben Nabi, il dit « Nous devons retrouver notre originalité intellectuelle et reconquérir notre indépendance dans les domaines des idées, comme dans le domaine économique et politique. » Donc, vous voyez qu'il a fait clairement le lien entre l'indépendance des idées, l'indépendance économique et politique, et la critique de l'orientalisme. Et dans une de ses dernières interviews, il précisait justement sa pensée. Il a fait une interview avec un jeune étudiant syrien, dans lequel il expliquait, donc, en 1973, quelques temps avant sa mort, ce qu'il considérait, je cite, comme la voie du salut. Et il disait: la voie du salut réside dans la rupture de la dépendance. Rupture de la dépendance sous toutes ses formes à l'égard de la civilisation occidentale. Il ajoutait: nous dépendons d'eux, les Occidentaux. Nous vivons à leur projet. Tant que nous demeurerons dans pareille situation, point de salut ni de renaissance. C'est cette indépendance d'esprit qu'il veut cultiver si justement nous voulons respecter pleinement le projet de l'homme et de le projet civilisationnel de Malik Ben Nabi. Juste un dernier mot. J'ai dit que Malik Ben Nabi voulait faire dans sa pensée la distinction entre l'islam spirituel et l'islam civilisationnel. Cette distinction est fondamentale, mais elle répond en vérité à un impératif islamique et moral qui est directement tiré du Coran et qui est le fait que l'homme musulman devait s'engager à la fois dans la critique mais aussi dans la construction de la société de son temps, notamment, et donc cet impératif qui est directement coranique, puisque le Coran nous enjoint de témoigner devant l'humanité. Et insistant sur cette notion de témoignage, Malik Ben Nabi écrivait que le musulman est obligé de vivre au contact du plus grand nombre d'êtres humains, au contact de leurs problèmes. Donc, justement, comme Malik Ben Nabi disait que nous devons vivre au contact du plus grand nombre et des problèmes du plus grand nombre,
de ce que le Coran appelle el-Mustadafin, c'est justement pour régler leurs problèmes. Et régler ces problèmes-là, c'est à partir justement d'une critique de la société musulmane telle qu'elle est. Je vous remercie. Inch'Allah, nous allons passer maintenant au deuxième conférencier, qui est Jamel El-Hamli, qui est à ma droite, comme vous pouvez le constater. Donc Jamel El-Hamli qui est déjà diplômé du CRC et qui à présent prépare un mémoire sur Malek Ben Nabi justement à l'université ouverte de Catalogne. Donc à toi Jamel de nous expliquer un peu plus en détail la pensée de Malek Ben Nabi. Je tiens à présenter mes excuses pour les quelques minutes de retard et je salue Sidali pour sa capacité à rebondir très vite et avoir fait intervenir Youssef Gérard. Je remercie également. Salam alaikum. Donc je tiens à remercier tout d'abord l'ensemble de l'équipe Abenpass pour l'organisation de cette conférence et en particulier Sidali et Ahmed Kazmi. Je pense que ça doit être une des premières en France, donc en université française, une première en France, une première conférence sur Malek Ben Nabi en France. Je pense que voilà, il fallait le noter en tout cas. Je remercie également donc, le public également qui a fait l'effort de venir un vendredi soir, après une semaine, je pense, difficile. Donc, j'espère qu'en tout cas, après mon intervention, en tout cas celle de Youssef, nous aurons un débat à la fois fructueux et chaleureux. Donc moi aujourd'hui, je vais parler de la pensée de Malek Ben Nabi, donc dans une problématique précise. Donc l'homme, condition de réussite du projet civilisationnel chez Malek Ben Nabi. Donc je le rappelle, l'intérêt de la pensée de Malek Ben Nabi, c'est qu'à la fois elle a été ignorée de son temps, comme Youssef a pu le rappeler, et à la fois elle est d'une actualité saisissante. Donc je pense qu'elle nous parle tous, et je pense qu'elle parle à tout étudiant en tout cas qui est présent ici dans la salle. Donc nous sommes en tout cas d'accord autour de cette table pour dire que cette conférence c'est une introduction à la pensée de Malek Ben Nabi. Et en tout cas c'est également une invitation en tout cas à le lire. Et je rejoins Youssef Gérard par rapport à cet appel, justement, cette invitation à lire Malek Ben Nabi. Je pense qu'il n'est pas encore assez lu. Il commence à y avoir un engouement, il y a d'autres associations comme Renovo, je salue son président qui est ici, donc qui organisent des événements, donc il y a des prémices en tout cas d'engouement autour de la pensée de Malek Ben Nabi. Et en cela, c'est encourageant. Donc l'un des objectifs de la civilisation islamique que Malek Ben Nabi a bien ciblé, c'est pour la civilisation islamique, c'est cet objectif de créer des hommes qui marchent dans l'histoire, qui utilisent à la fois le sol et le temps, ainsi que leur capacité pour atteindre leur but. C'est pourquoi je vous propose, si vous voulez bien, un plan en 4 parties. Donc, la première partie sera une analyse historique de la civilisation islamique. Donc, on va essayer d'introduire, si vous voulez, à la philosophie de l'histoire de Malek Ben Nabi. Donc, parler des différentes phases de la civilisation islamique, grandeur et décadence. Ensuite, on parlera également de la tentative de la Mahda, justement, ce mouvement de renaissance, et le bilan que Malek Ben Nabi fait. Pour lui, si vous voulez, le mouvement de Mahda s'est soldé sur un échec. On le verra tout à l'heure. Donc en grand 2, on parlera de la problématique de la civilisation. Donc à partir de l'échec, voilà, de passer en fait, si vous voulez, de l'entassement du choséisme qu'il avait constaté dans le mouvement de renaissance à partir de Janabin Abrani, à la construction. Et donc on verra qu'il donne à la fois une définition singulière de la civilisation et qui le définit de manière très claire les 4 composantes d'une civilisation. On verra en 3e partie que le renouvellement de l'homme est au cœur même du projet civilisationnel de Malek Ben Nabi. Et enfin, en 4e partie, on verra les différents obstacles
qui se dressent, les différents écueils qui se dressent face à cette marche en avant, face à ce renouvellement de l'homme post-Almohadien. Donc, j'aimerais rappeler très rapidement, avant de passer à l'analyse historique de la civilisation islamique, c'est qu'il y a au moins deux choses qui poussent Malik Ben Ali à entreprendre ce travail de revisiter l'histoire de notre civilisation. Il y a deux choses. Il y a dans le monde musulman, il y a depuis Jamaluddin al-Afghani, Mohamed Abdou ou d'autres réformateurs comme Al-Kawakili, cette question du retard civilisationnel. Il y a eu d'autres expériences du temps de Mehmet Ali, du temps de l'imam al-Tahtawi qui était venu accompagner plusieurs dizaines d'étudiants en France. Et il avait écrit un livre qui s'appelle Nord de Paris, et dans lequel il décrit la ville de Paris, la beauté culturelle de cette ville. Mais on voit qu'à ce moment-là, dans les années 1830 et après, c'est pas forcément une question qui se pose dans le monde musulman. Elle se posera avec beaucoup plus d'acuité avec Al-Kawakili, Jamaluddin al-Afghani et Mohamed Abdou. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est également les fameuses théories raciales, qui avaient pignon sur rue en France. On se souvient également de certaines thèses d'Ernest Renan, Gobineau, ou même le darwinisme social, c'est-à-dire qu'il y avait une Darwin qui a commencé à hiérarchiser les différentes espèces. Finalement, il y a eu un darwinisme social, ce qu'il avait commencé à entreprendre avec les animaux, les mammifères. Ils ont poursuivi, si vous voulez, le travail le travail à l'échelle humaine. Et donc, on a commencé même dans les grandes universités, on a commencé à hiérarchiser à la fois les races et les cultures. Et il y avait une idée très courante dans la légende coloniale, c'était de dire que l'islam était la principale cause du retard civilisationnel des musulmans et de l'Algérie de manière générale. Donc, ça, c'est véritablement les plus grandes causes qui le poussent en tout cas à revisiter l'histoire de notre civilisation. Et donc, j'en viens à ma partie 1, c'est-à-dire l'analyse historique, ici de trois grandes phases. Donc la phase de l'âme, la phase de la raison et la phase du déclin. Donc la phase de l'âme, pour lui, si vous voulez, c'est le point de départ, donc c'est le point de départ d'une civilisation. Pour lui, toute civilisation part à la fois de l'intrusion dans le temps humain d'un dieu ou d'un mythe. Et en cela, toutes les grandes religions n'échappent pas à la règle. Malik Ben Ali citera également le christianisme. Donc il y a cette idée coranique qui fait irruption dans la société quraïchite. Et il faudrait s'arrêter quelques instants quand même sur l'effet, si vous voulez, miraculeux, mais en même temps, on peut également analyser objectivement les influences que ça a pu avoir. Ce qu'il faut savoir, et je le rappelle, parce que je pense qu'on a tous ces connaissances-là, si vous voulez, le peuple arabe, le peuple de Quraysh, était un peuple de commerçants, c'était un peuple, il y avait une société tribale, il y avait un peuple qui vivait de commerce, qui vivait également de pèlerinage, c'est-à-dire une position symbolique, stratégique, géostratégique. Et c'était un peuple qui était qui vivait un petit peu en vase clos. C'était un peuple qui n'avait pas forcément des envies de promouvoir une quelconque civilisation. Et donc le prophète de l'islam reçoit la révélation. Et il se passe quelque chose dans la société Quraysh, et ça ne laisse pas indifférent. Dans une société où on vend et on achète Dieu, un homme se dresse et dit à la société dans laquelle il vit et dans laquelle il est reconnu comme un homme bon, comme un homme pieux, comme un homme qui a une éthique, des valeurs. Cet homme-là vient dire aux dignitaires et à toute la société de Quraysh qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et à partir de là, va s'entamer tout un travail de pédagogie durant 23 ans, dans lequel finalement cette bataille intellectuelle, cette bataille spirituelle va être gagnée. Et finalement, c'est toute la société quraïchite qui va adhérer à
cette nouvelle religion. Malik Ben Abi insiste bien sur ces 3 premières années de la révélation, durant lesquelles il formera un groupe d'une 50aine de personnes. Ce sont les historiens, il y a une 50aine de personnes qui l'auraient formé. Et pendant ces 3 premières années, alors qu'il n'y a aucune prescription divine qui l'incite à faire ce qu'il fait, donc là il y a des choses qui nous dépassent de l'ordre de l'inspiration. Durant les 3 premières années, il va former ce groupe d'hommes et de femmes, il va façonner leur âme, et c'est ce groupe-là qui servira, si vous voulez, qui servira véritablement de base à l'édification d'une civilisation. Et en tout cas, tous ceux qui viendront après, durant les 20 années qui arriveront, s'agrégeront sur ce groupe qui ne faillira jamais à sa mission. Donc, pour Malik Ben Abi, cette période-là est fondamentale et on façonne l'âme musulmane, et on verra des comportements de la part des compagnons du prophète qui éveilleront en tout cas en lui beaucoup d'émotions. Et on verra des gens à la fois donner de leur argent, on verra des gens lors du premier chantier de l'islam, la première mosquée d'ailleurs à Médine, on verra beaucoup de gens donner de leur temps, s'investir. Et donc il y avait quelque chose qui se passait, il y avait quelque chose réellement qui se passait. Et donc toute cette période-là, si vous voulez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a façonné ces âmes-là. Et Malik Ben Abi poursuit cette phase de l'âme, donc le premier calife avec Abu Bakr as-Siddiq, Othman, Omar et Ali. Sauf qu'il s'arrête à Ali parce qu'il y a un grand événement qui va bouleverser, un grand événement qui a encore des incidences encore aujourd'hui, qui va bouleverser le monde musulman, et qui va arrêter, qui va véritablement opérer une cassure de cet élan spirituel qui commençait à émerger. Et donc, à partir de la bataille de Siffin, donc il y a véritablement le monde musulman qui se scinde en deux. Donc les partisans à la fois de Ali et les partisans à la fois de Muawiyah. Et on voit des Sahaba qui étaient autrefois, encore hier, il y a quelques années, unis autour de la figure du prophète. Et dans cette bataille de Siffin, on voit des Sahaba à la fois avec Muawiyah, à la fois également avec Ali, et il y a des fameuses phrases dont une serait attribuée au frère de Ali qui dit que ma prière est beaucoup plus profitable avec Ali, mais ma table est beaucoup plus garnie avec Muawiyah. Donc c'est une phrase qui donne un petit peu le ton de l'ambiance, si vous voulez, dans laquelle on était, et si vous voulez, cette cassure entre à la fois le monde temporel et à la fois le monde spirituel. Donc on passe à la phase de la raison. À partir de là, avec la dynastie des Omeyyades, la dynastie des Abbasides, s'opère, si vous voulez, l'élan spirituel, la phase ascendante, si vous voulez, de la civilisation s'arrête, et il y a, si vous voulez, la phase de la raison, la phase qu'on appellerait de l'apogée, la phase qu'on décrit tant comme la plus belle de la civilisation islamique, donc avec des grands noms comme Ibn Rushd, Ibn Sina, Averroès, Avicenne, des grands noms également dans le droit musulman, Al-Ghazali, Abu Hanifa, et à la fois, pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Michel Girard, à la fois pour les tenants de la lecture orientaliste et les tenants de la lecture apologétique, on s'arrête très souvent sur cette période-là, alors que pour Ben Abi, c'est pas forcément celle qui trouve grâce à ses yeux forcément. Pour lui, c'est important, mais la phase la plus importante, c'est la phase de l'âme. Donc il y a toute cette période où il y a une véritable production à la fois intellectuelle, spirituelle, scientifique. Il y a un essor économique, il y a, comme on dit, le monde parler l'arabe. Donc on arrive à un moment où il y a une apogée culturelle, de manière générale, il y a une apogée culturelle. Et à partir de là, donc il y a progressivement, donc quand je vous dis progressivement, c'est sur plusieurs siècles, il y a une phase où progressivement, en fonction des siècles, il y a progressivement l'idée religieuse qui commence à avoir de moins en moins d'emprise dans la société. Et au fur et à mesure que cette idée religieuse a de moins en moins d'emprise dans la société, il y a progressivement l'apparition, l'émergence
l'homme est dans un état d'errance, tout comme la société. La société également, donc une société civilisée pour Malik Benabi, c'est une société où les faisceaux de relations sociales sont très forts. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup au concept de Khalil, le concept de Rassabia, c'est l'esprit du corps en fait. Et on verra donc voilà une société qui se désagrège. Donc une société qui était désagrégée avant même l'avènement si vous voulez, de l'islam, et donc l'islam a permis si vous voulez, aux musulmans de dépasser leurs identités tribales pour une identité spirituelle qui dépasse à la fois l'ethnicisme et le tribalisme qui était de vigueur. Il y a cette courbe ascendante, il y a une courbe qui se maintient, et au fur et à mesure donc, que cette idée spirituelle n'a plus forcément de prise dans la société dans laquelle ils vivent, voilà, il y a des instincts primitifs, et on voit une société qui se désagrège, et finalement une société qui s'était élevée au stade de la civilisation, et qui revient finalement au stade tribal où l'homme et la société n'ont plus forcément de motivation haute, de motivation noble qui leur permettent de dépasser leurs propres conditions. On arrive dans ce qu'il appelle, et dans ce que Youssef a rappelé tout à l'heure, cet état de colonisabilité. Donc, la société, il définira deux concepts. Donc, après mai, en 1258, donc la fin de la dynastie des Almohades, il définira deux concepts. Donc, l'homme post-almohadien, qui sera cet homme décadent, l'homme décadent musulman, et la société post-almohadienne, qui sera cette société musulmane décadente. Donc, la civilisation islamique entre dans une ère de colonisabilité. Et pour Malik Benabi, cette ère de colonisabilité va faire, si vous voulez, le lit de la colonisation qui arrivera plus tard. Donc pour lui, c'est la colonisabilité qui précède la colonisation. Ce n'est pas la colonisation qui précède la colonisabilité, bien au contraire. Donc on rentre dans un processus de colonisabilité. Et va arriver voilà, cette colonisation, notamment dans le cadre de la pensée de Malik Benabi, s'arrêtera sur 1830, le débarquement d'Alger. Et donc cette colonisation qui au départ n'était pas forcément pensée comme une colonisation, une France qui avait une dette vis-à-vis de l'Algérie, donc il y a un débarquement. Et Malik Benabi reprend sa réflexion à partir de 1870, où il commence à voir une colonisation de gens qui n'ont pas forcément des Maltais, des Italiens, d'autres gens qui viennent, qui est une espèce de colonisation de peuplement, mais pas forcément avec des gens de qualité, pas forcément avec des gens qui respectaient à la fois les populations, pas forcément avec des gens qui respectaient à la fois leur spiritualité. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, on passe à un espèce de stade épique, où il y aura des personnalités comme l'émir Abdelkader en Algérie, ou au Maroc, l'émir Abdelkrim. Et donc c'est un espèce de stade épique où vous avez l'émergence de héros, à la limite qui luttent parce qu'il n'y a plus que ça à faire finalement. On n'est pas forcément il faut résister, il faut réagir. On n'est pas forcément dans ce que on n'est pas dans la perspective de Malik Benabi, c'est-à-dire de construire. Là, il y a une invasion, il y a une colonisation violente, à la fois culturelle, à la fois intellectuelle, à la fois économique, et il faut réagir. Donc vous avez l'émergence de héros qui sont en train de lutter contre pour défendre un ordre, c'est-à-dire voilà, ce qu'il appelle l'ère de la tribu arabo-berbère, qui finalement, voilà, avec toutes ces personnes-là, ont clos cette ère de la tribu arabo-berbère. Et avant même Abdelkrim al-Khattabi au Maroc, au début des années 20, il y a un certain nombre d'idées dans le monde musulman qui germent, qui émergent, qui sont diffusées, à la fois Jamaluddin Afghani, à la fois Mohamed Abdou, par rapport à un pan-islamisme, par rapport à
de nationalisme dans d'autres pays musulmans. Donc il y a une certaine émulation, il y a une certaine émulation intellectuelle. Il parlera également, Malik Benabi parlera également du wahhabisme. Donc il y a un certain nombre d'idéologies qui font leur entrée dans l'histoire. Et donc voilà, c'est un mouvement, c'est une époque où il y a beaucoup d'instabilité. Beaucoup d'instabilité, en même temps beaucoup d'espoir. Et il parlera dès le début des années 20, autour des années 1925, de l'expérience de l'association des Ulama, donc fondée entre autres par Cheikh Ibn Ibrahimi, Ibn Badis, qui eux ont pu séjourner dans le monde musulman oriental. Et quand ils sont revenus avec ces idées justement de réformisme musulman, de la Nahda, et ils les ont diffusées, sachant qu'il y avait également d'autres idées bien avant en Algérie concernant le réformisme, et ça c'est un autre sujet. Et donc il y a une association des Ulama qui se crée, qui commence à opérer un véritable travail, un travail social, un travail à la fois spirituel dans la société. Donc il y a d'énormes chantiers, et donc on prend à bras-le-corps tous ces défis qui se présentent, notamment le défi du maraboutisme. Et donc il y a tout un travail du début des années 20 jusqu'à 1936 qui est entrepris par l'association des Ulama, et Malik Benabi se sent véritablement en phase avec cette démarche-là, parce que si vous voulez, l'association des Ulama l'assume clairement, assume son islamité clairement, et se base sur un credo qui est un verset coranique: Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qu'il y a dans son âme. Donc, on part, si vous voulez, cette association de Ulama part du principe qu'il faut que les musulmans changent ce qu'il y a en eux-mêmes pour que Dieu réalise le changement dans leur destinée. Donc, très rapidement, ils sont convaincus, et Benabi est en phase avec cette perspective et avec cette orientation. Ce qui va se passer en 1936, il considérera comme une espèce de sci-fi, c'est la cassure d'un élan spirituel qui commence à avoir le jour en Algérie. C'est en 1936, donc avec le gouvernement du Front populaire en France, on convoque ici à Paris le congrès musulman algérien. Et le congrès musulman algérien, donc avec les autorités françaises, et Malik Benabi supportera très mal la participation de l'association des Ulama, et il verra ça comme une cassure de cet élan spirituel, et pour lui, l'association des Ulama devait être au-dessus de la mêlée, et pas forcément dans la mêlée. Pour lui, ça partait d'un espèce de complexe qu'avaient les Ulama dans cette association vis-à-vis des gens qui faisaient de la politique. Or, pour lui, il ne devait pas y avoir de complexe, et que la réforme devait être sociétale, elle devait être beaucoup plus large, et que la politique n'est qu'un seul domaine de la réforme en général, et qu'il ne fallait pas être dans la mêlée. Donc, dès 1936, il sera très déçu de l'attitude de l'association des Ulama. Il prendra légèrement ses distances, progressivement en tout cas. Et pour lui, au lieu d'entreprendre l'édification d'une civilisation, pour lui, le mouvement de la Nahda, de manière générale, a voulu accumuler les produits de la civilisation occidentale. Et pour lui, on ne fait pas une civilisation en accumulant les produits. C'est une civilisation qui engendre les produits, ce n'est pas des produits qui engendrent une civilisation. Donc pour lui, voilà, l'œuvre de la Renaissance ces 50 dernières années, donc les 50 premières années du XXe siècle, ne sont pas une construction, mais un entassement de matériaux. Donc pour lui, il y a deux choses qu'il faut le retenir, il y a deux critiques qu'il fait, c'est cette tendance au choséisme, au matérialisme, et cette tendance à l'entassement, à vouloir accumuler en pensant qu'avec
après, je passe à mon point numéro 2. Donc, cette problématique de la civilisation, pour lui, quand il fait le bilan, donc, vous voyez bien que progressif, c'est une pensée qui à la fois part de la civilisation islamique, qui traverse les siècles, et progressivement, comme un entonnoir, progressivement, on arrive à des, si vous voulez, voilà, en passant par Jamal Harvani, le mouvement réformiste, le cas algérien avec l'association Dia Lama, on arrive, si vous voulez, voilà, tel un entonnoir à quelque chose de beaucoup plus précis et qui va parler, et c'est ce qui lui permettra en tout cas de donner à la fois des définitions et des concepts très fonctionnels. Donc il y a une définition singulière de la civilisation. Donc pour Benabi, la civilisation est la possibilité de remplir une fonction. C'est l'ensemble des conditions morales et matérielles qui permettent à une société d'accorder à chacun de ses membres l'assistance nécessaire. L'école, l'atelier, l'hôpital, l'organisation vicinale, la sécurité sous toutes ses formes, le respect de sa personne. L'individu se réalise grâce à un vouloir et un pouvoir qui ne peuvent pas être les siens, mais ceux de la société dans laquelle il fait partie. C'est une construction, une architecture, un ensemble harmonieux de choses et de notions avec leur liaison, leur place déterminée. Un tel ensemble ne peut être conçu comme un simple entassement, mais comme la réalisation d'une idée, d'un idéal, perspective algérienne. Donc, voilà, pour lui, il donnera une fonction, il donnera une définition fonctionnelle de la civilisation. Et une civilisation, on en fait la promotion à partir des deux piliers de la civilisation, c'est à la fois le pouvoir et le vouloir. Si on veut qu'un groupe d'individus dans un territoire donné puisse entreprendre un travail d'édification de civilisation, il faut qu'il y ait un vouloir et à la fois un pouvoir. Et pour lui, le vouloir précède le pouvoir. Donc autrement dit, les objectifs qu'on s'assigne, les finalités précèdent les moyens. Souvent, c'est peut-être la nature humaine qui veut cela, on a tendance à partir de nos moyens, essayer de définir des objectifs. Or pour lui, et la méthode benabienne, elle est qu'on doit d'abord, si vous voulez, savoir déjà qui on est, savoir ce que l'on veut, et ensuite, les moyens arriveront par la suite. Les moyens se créent, parce qu'il y a une dynamique. Dans la pensée de Malik Benabi, il y a toujours cette idée de dynamique, cette idée de mouvement. Et donc il en vient également à la question, encore une fois de manière très pratique, et je pense qu'il faut en rester là, c'est pour lui comment on fait une civilisation. Donc quels sont, si vous voulez, les facteurs, quels sont les piliers d'une civilisation. Alors pour lui, il va en citer 3. À la fois, donc le premier c'est l'homme, le sol et le temps. Donc c'est ce qu'il appellera les richesses permanentes. Mais la question que vous pourriez également poser de suite spontanément, c'est si une civilisation se réduit à l'homme, au sol et au temps, alors on peut considérer cela comme un phénomène spontané et que finalement une civilisation n'a pas forcément besoin qu'on se concerte, n'a pas forcément besoin qu'il y ait un regroupement d'individus. Finalement, dans les 5 continents, il y a les hommes, il y a le sol et il y a le temps. Tout le monde est pourvu de la même manière. Pour lui, il ajoutera ce quatrième facteur, c'est l'idée religieuse. C'est ce qu'il appellera la catalyse. Et si vous voulez, cette idée religieuse, c'est ce qui mettra en branle, c'est ce qui permettra les connexions, c'est ce qui donnera en fait le principe de sens, à la fois pour l'homme, à la fois au sol également, à la conception qu'on a du sol, au travail que l'on effectuerait vis-à-vis du sol, et également le temps, le rapport que l'on aurait au temps. Donc là, l'idée religieuse, pour lui, fait la synthèse de ces 3 richesses permanentes, et selon lui, s'il y a synthèse entre une idée religieuse, l'homme, le sol et le temps, il y a le début d'un processus de civilisation. Malik Benabi, quand il parle de l'homme post-al-Muhadian, de la société post-al-Muhadienne, c'est pas uniquement pour le décrire, uniquement en parler, ou le décrire pour le décrire. Pour lui, c'est
c'est d'abord de le situer historiquement, pour qu'aujourd'hui à la fois ses contemporains, et également même pour lui, pour qu'on puisse se situer également historiquement et de voir qu'à partir déjà du XIIIe siècle, on était dans une courbe descendante dans notre civilisation et que depuis un certain temps, voilà, on était dans des tâtonnements, dans des prémices d'un renouvellement et que pour lui, voilà, il fallait aller beaucoup plus loin. Et donc il va tenter de le définir. Il va tenter de le définir pour mieux le renouveler. Pour lui, voilà, ce n'est pas uniquement un travail intellectuel, je reste là, je définis. Non, très rapidement, il faut qu'il y ait cette logique d'action, et le but c'est de renouveler l'homme à partir de son âme humaine. Donc je me permets de vous citer une description que j'aime beaucoup de Romain Ben Issa, le frère de Rachid Ben Issa, l'un des disciples les plus connus de Malik Ben Abi, qui parle dans une préface des grands thèmes qui étaient publiés. Il dit ceci concernant l'homme post-almohadien. Donc le post-almohadien n'est pas un homme qui a dépassé une situation, c'est un homme qui ne peut plus, qui ne sait plus comment maîtriser une situation. Il en a perdu le mode d'emploi, son effort là, il a renoncé à lutter, il répugne l'effort. La civilisation est quelque chose qui met de l'ordre dans les choses. Le post-almohadien est un retour au chaos des choses. Le post-almohadien n'a plus de prise sur le réel, il redevient lui-même nature. Il retourne à l'état naturel, ce qui le rend colonisable, d'où le concept de colonisabilité. Le post-almohadien est le musulman qui ne sait pas refaire le geste créateur et l'initié de la civilisation que le prophète avait insufflé à ses compagnons. Il en a perdu la recette. Donc, pour lui, pour renouveler l'homme post-almohadien, donc l'homme décadent musulman, il faut faire acquérir à cet homme 3 efficacités. Donc, la première efficacité, c'est l'efficacité de la pensée. La deuxième efficacité, c'est l'efficacité du travail. Et la troisième efficacité, c'est l'efficacité du capital. Donc, l'efficacité de la pensée, l'efficacité du travail et l'efficacité du capital. Et dans sa pensée, puisqu'un homme ne vit pas en vase clos, puisqu'un homme vit dans une société, cette société est une culture, il donne d'ailleurs une définition de la culture comme une espèce d'ambiance dans laquelle les individus peuvent ou ne pas se réaliser. Donc pour lui, il y a, pour l'orientation à titre personnel de la pensée, il faut au niveau sociétal, donc à un autre niveau, orienter la culture. La culture pour lui, c'est une définition fonctionnelle, je ne pourrais pas rentrer trop dans les détails. À la fois, pour lui, la culture, c'est à la fois une éthique, une esthétique, une logique pragmatique et une technique. Donc pour lui, pour qu'on puisse faire acquérir à l'homme post-almohadien une efficacité sur le plan de la pensée, il faut qu'au niveau sociétal, on soit capable de promouvoir une véritable politique d'orientation de la culture. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des efficacités, ce que je disais tout à l'heure, sur le plan individuel, c'est l'efficacité au niveau du travail. Et donc, au niveau du travail, il faut qu'au niveau sociétal, il y ait une orientation du travail. Pour lui, dans une société, elle doit permettre à chacun de ses membres de pouvoir travailler. Le travail est une donnée fondamentale, très importante pour Malik Ben Abi, parce que c'est ce qui donne la dignité à l'homme, c'est ce qui lui permet de préserver son honneur, et c'est ce qui lui permet également de contribuer à la société dans laquelle il vit. Donc, efficacité du travail qui a besoin sur le plan sociétal d'une orientation du travail. Et enfin, l'efficacité sur le plan individuel au niveau du capital. Et pour lui, au niveau sociétal, il doit y avoir cette politique d'orientation du capital. Pour lui, il fait une distinction qui est fondamentale. C'est la distinction entre le capital et la voie. Pour lui, si vous voulez, le capital a des vertus dynamiques. Des vertus dynamiques que n'a pas la voie, qui serait plutôt une fortune qui ne bouge pas. Autrement dit, pour user d'un lexique beaucoup plus contemporain, on dirait que le capital
faut que le capital retrouve ses vertus dynamiques. Pour lui, il doit y avoir un certain nombre d'investissements. Et pour lui, ce n'est pas que les grandes fortunes, c'est également toutes les petites bourses, même les plus modestes, les capitaux les plus modestes. Il doit y avoir une circulation de l'argent. Et en cela, on voit beaucoup de similitudes avec la pensée d'Ibn Khaldoun qui disait que plus il y a des échanges dans une société, plus il y a de la richesse qui se crée. Donc, pour Malik Ben-Abi, cet argent-là, à la fois, on doit éviter, surtout dans la société algérienne, éviter au maximum d'épargner pour épargner. Il faut donc investir. Et dans l'investissement, il ne faut surtout pas être dédaigneux vis-à-vis du petit peuple. Vis-à-vis du petit peuple qui a réussi à mettre un peu d'argent de côté. Même cet investissement est important et ça rejoint également, ça rejoint également ça rejoint également, si vous voulez, l'esprit même de l'islam qui consiste à dire que à travers le commerce, on rapproche les gens et on fait fructifier la richesse dans la société dans laquelle on vit. Donc, j'en ai fini avec ma partie 3, donc vu que le renouvellement de l'homme était au cœur du projet civilisationnel de la pensée de Malik Ben-Abi. Et pour terminer, j'en viens aux obstacles qui peuvent se dresser dans ce processus de renouvellement de l'homme pastel-mahadien. Il y en a deux, je m'arrête là. Il y en a deux, il y a un facteur endogène et un facteur exogène. Le facteur exogène, c'est ce qu'il appellera le coefficient colonisateur, et le facteur endogène, c'est ce qu'il appellera le coefficient autoréducteur. Donc le coefficient colonisateur, voilà, Malik Ben-Abi a une réflexion, une approche historiciste, une approche spiritualiste, mais il est également dans une démarche où c'est pas une pensée hors sol. Il sait pertinemment que l'Algérie colonisée, que l'administration coloniale poursuit des buts parfois avouables, parfois non avouables, et que pour faire le lien avec ce que je disais en introduction, ce qu'on fait miroiter à cette population indigène, c'est qu'il va falloir, si l'indigène veut réussir dans la société post-almohadienne, il va falloir qu'il intègre deux choses. La première des choses, c'est qu'il va falloir qu'il accepte cette politique assimilationniste de la France, de manière très claire. C'est-à-dire que cette identité musulmane, il faut la reléguer. C'est la première des choses. La deuxième des choses, ça va même au-delà, c'est qu'il faut faire sienne l'idée que voilà, l'islam est l'une des principales causes du retard des musulmans. Et donc ça c'est terrible. C'est terrible. Pourquoi? Parce qu'on voit à la fois donc un peuple qui ignore et qui dort, et on voit une élite qui est à la fois complexée et désorientée. Donc c'est ce qu'il appellera le drame algérien. Donc ce facteur, si vous voulez, exogène, néanmoins, et c'est ce qui Youssef Girard est mieux placé que moi parce qu'il a étudié Malik Ben-Abi, donc ses relations également avec les nationalistes algériens. Mais cette idée de colonisabilité, elle a été très mal comprise et très mal perçue. Peut-être parce qu'il n'était pas justement uniquement dans une démarche politique, mais qu'il était dans une démarche spirituelle. C'est-à-dire que tout changement externe, tout changement sociétal passe par un changement spirituel. Et donc de là, donc lui était dans cette démarche, et ça n'a pas forcément été compris, ça n'a pas été du goût de tout le monde qu'il parle de colonisabilité. Ça a été perçu comme une tentative ou une volonté de la part de Ben-Abi de donner de l'eau au moulin du colonialisme. Et donc il est conscient également, voilà, la colonisation également entretient cette colonisabilité à travers le maraboutisme, par le choix également de certains courants de pensée de l'islam par rapport à d'autres, par la promotion donc, de la politique, des droits politiques. Et en tout cas, il dit une chose, il dit qu'on peut être à la fois colonisé sans être colonisable. Et il prend l'exemple des Juifs qui ont subi un
un certain nombre de lois, notamment de la part du gouvernement du Vichy, qui ont été étendues à l'Algérie coloniale. Et il a été assez admiratif des élites juives dans ce moment d'épreuve qu'a vécu la communauté juive. Donc pour lui, néanmoins, il est très, très lucide. La colonisation provoque à la fois une absence de vie intellectuelle. Il parlera beaucoup de Louis Massignon, son rôle qu'on lui connaît, également son rôle plutôt obscur. Le fait même que, en fait, finalement, l'Algérie coloniale était ouverte aux idéologies étrangères et qui n'émanaient pas forcément de la société algérienne, et enfin, voilà, que le pouvoir colonial était dans une lutte idéologique. Donc je passe au coefficient autoréducteur, et pour conclure, que voilà, on peut être à la fois, ce que Malek Benali dit, on peut être à la fois occupé, sans être colonisable. Il prend l'exemple de l'Inde, et il prend également, donc à l'inverse, l'exemple d'une société qui n'a pas été colonisée, mais qui était colonisable. Il parlera du Yémen. Donc pour lui, la colonisabilité, c'est la conséquence de la décadence civilisationnelle de la civilisation islamique. Ça crée beaucoup de complexes d'infériorité de la part des musulmans. Ça entretient, si vous voulez, un certain courant de pensée qui fait la parabole au fatalisme, et ça maintient, si vous voulez, la société post-almohadienne, la société algérienne, dans un état d'errance. Barakallahu fikum.